bien, bonsoir ou bonjour, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Il paraît que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter et à nous regarder. Ceci, évidemment, constitue un encouragement pour nous, pour mieux faire encore, pour vous renseigner sur l'actualité, qu'elle soit locale, qu'elle soit nationale française ou qu'elle soit internationale. D'ailleurs, vous verrez sur les thèmes que nous avons retenus, vous verrez que effectivement nous balayons l'actualité nationale, l'actualité locale, nationale française, je dis bien, et l'actualité internationale. Alors, quand je disais que ça nous encourage évidemment à faire mieux, pour vous renseigner sur cette actualité qui est de toute façon, de manière générale, avec une grande acuité. Aujourd'hui, nous avons 4 chroniqueurs comme d'habitude. On va vous présenter très rapidement. Certains sont connus pour être là chaque semaine, comme Michel Branchy, n'est-ce pas Michel? Eh bien bon. Qu'on ne présente plus, bien entendu. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, écoute, je suis très heureux de participer à cette émission. Comme tu le dis, j'ai des retours en général sympathiques de nos téléspectateurs, téléspectatrices, qui nous demandent de continuer à faire un effort pour leur apporter une information en général où on essaie d'aller un petit peu plus loin que la surface des choses. Bon, très bien. Alors Karine Thérèse, qui est avec nous depuis un certain temps. Karine est une citoyenne engagée, il faut le dire. Oui. Hein? On ne dira pas vers où, mais enfin, si tu veux t'expliquer, tu le diras. Oui, pourquoi pas. Non, mais tu le diras, oui. Alors, Karine. Alors, bonsoir à tous, bonsoir aux chroniqueurs et à la chroniqueuse. Je suis ravie de vous rejoindre ce soir. Alors, je suis Karine Thérèse, je suis militante dans la vie associative, dans la vie syndicale également. Et je joue un petit peu, je commence à faire des premiers pas en politique sans grande ambition, mais en tout cas, je tiens à contribuer à la vie citoyenne et je tiens à apporter une pierre à l'édifice en essayant de promouvoir un certain nombre de valeurs. Parfait. Alors nous allons nous adresser à la deuxième femme qui est sur le plateau. Alors je vous rappelle, chers tous et chères toutes, qu'aujourd'hui, nous sommes à parité parfaite, 2 femmes et 2 hommes. Valérie Vertal-Loriot, que beaucoup connaissent parce qu'elle est engagée dans le mouvement syndical de l'éducation nationale, le SNES-FSU, n'est-ce pas? Et donc, bienvenue parmi nous, Valérie, et j'espère que tu reviendras le plus souvent possible. Voilà. C'est un plaisir de venir de toute façon à Zouk TV. On a l'habitude de beaucoup échanger, notamment avec Emmanuel Granier, surtout sur Quoi de neuf, pour parler de l'actualité de l'éducation nationale. C'est toujours un plaisir. Moi aussi, je suis une militante un petit peu partout, engagée, passionnée par la vie publique. Et puis cette émission aussi est devenue presque centrale dans le PAM, j'ai envie de dire, le paysage audiovisuel martiniquais. Et c'est vrai que beaucoup de personnes en parlent et que c'est important aussi de porter sa pierre à l'édifice, comme l'a dit si bien Karine. Parfait. Dernier chroniqueur, bonsoir. Qui est souvent avec nous. Hein. Bonsoir. Mathieu Cordémy, qui, je me permets de te présenter un peu, qui est membre du cabinet du PCE, c'est-à-dire le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique. Et c'est également un citoyen engagé par ailleurs. Oui, tout à fait. Depuis de nombreuses années, en tout cas, je participe aux différentes formes de citoyenneté, que ce soit associatif ou politique. C'est assez un peu plus poussé. Et je suis bien sûr ravi d'être ici où on peut échanger et débattre entre nous sereinement, calmement, loin de ce qu'on peut retrouver ailleurs avec des diffamations et des mensonges, malheureusement. Donc voilà, en tout cas, ravi d'être ici ce soir avec tout le monde. Parfait. Alors, ce soir ou ce matin, pour ceux qui vont nous regarder le matin, nous avons un menu qui est extrêmement dense, puisque nous avons très exactement 6 points. Nous allons commencer. Je vais vous dire ce que nous retrouvons. Le communiqué, en tout cas, de l'ex-ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, qui indique que le protocole pour lutter contre la vie chère sera suspendu. Ça, on s'en doute un peu. Le deuxième point, Emmanuel Macron qui est en train d'essayer de composer un gouvernement dans la difficulté, parce que je viens d'apprendre à l'instant que, alors même qu'il avait annoncé que le Premier ministre, le nom du Premier ministre sera connu demain vendredi matin, c'est encore reporté, hein, alors qu'il avait promis 48 heures, parce que depuis le début de la semaine, eh bien, ce n'est pas le cas.
Donc, on va commenter cette démarche qu'il est en train de faire. On va parler d'Haïti aussi. 184 morts ces derniers temps à Cité Soleil, le fameux bidonville de Port-au-Prince. Et puis, autre question intéressante, c'est l'Agence française de développement qui a présenté son bilan sur la santé financière des communes, mais pas seulement des communes, mais également des EPCI, c'est-à-dire des communautés d'agglomération. Parce que vous savez que sur la Martinique, nous avons 3 communautés d'agglomération, la CACEM, Cap-Nord et Espace Sud. Nous allons commenter tout ça. La chute du pouvoir de Bachar el-Assad, bon, c'est un thème d'actualité évidemment, puisqu'on en parle partout sur les médias français et internationaux. Bon, pour nous, c'est un peu plus loin sur le plan géographique, mais il n'empêche que ça pèse quand même sur l'actualité de la Martinique, malgré tout. Et puis, dernier point, l'élection de Daniel Chaumet à la tête d'Odyssey, ça s'est passé mardi. Et donc nous allons en discuter entre nous, bien entendu. Alors commençons par le premier point. Le ministre démissionnaire des Outre-mer, François-Noël Buffet, a indiqué jeudi que le protocole pour lutter contre la vie chère en Martinique était suspendu du fait de la censure du gouvernement barbier. Tout comme il ajoute le milliard d'euros annoncé pour la Nouvelle-Calédonie, qui, on le sait, a été ravagé par évidemment les manifestations qui ont eu lieu, les Kanaks protestant contre la décision du gouvernement sur le plan électoral, évidemment de permettre à des personnes qui étaient là depuis 10 ans, évidemment, de voter, donc élargissant le spectre électoral, ce qui n'allait naturellement désavantager ceux qui sont pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Bon, alors, le ministre avance ça, mais je veux dire, nous avons également entendu le préfet de la Martinique, cette semaine, je crois que c'est lundi matin, indiquer la même chose, à savoir que sa signature engage l'État de toute façon, et qu'il y a une continuité sur le plan étatique, et que de toute façon, ces mesures qui étaient prévues par le protocole d'objectifs et de moyens le 16 octobre dernier, ces objectifs seront poursuivis et seront retenus par le nouveau gouvernement. Mais ça, ce sont des promesses. En tout cas, moi je sais que si nous ne sommes pas debout pour pouvoir négocier et pour faire en sorte que ces engagements soient respectés, nous risquons d'être le dindon de la farce. Alors je veux quand même vous rappeler, téléspectateurs et téléspectatrices, l'essentiel de ce qui constitue la ligne directrice respectée, soi-disant, par le préfet et par l'ancien ministre des Outre-mer. Alors, j'ai récupéré, ça je l'avais déjà depuis un bon moment, la lettre que Serge Letchimy a adressée à M. Michel Barnier lorsqu'il était Premier ministre de la France. Il dit, face à cette situation, la CTM a annoncé la situation difficile et problématique de la Martinique. La CTM a annoncé qu'elle était prête à mettre à zéro les taux d'octroi de mer, de manière expérimentale pour une durée de 3 ans. Je vais passer sur un certain nombre de choses pour vous dire simplement les éléments principaux de cette feuille de route qui a été citée par le préfet de la Martinique. D'abord, le blocage des prix. Ensuite, la suppression de la TVA sur 54 familles de produits essentiels, mais il faut dire que ça porte... Excuse-moi, tu parles du préfet ou de Letchimy? Je parle de Letchimy, mais je dis... Le blocage des prix, il n'en a pas parlé, hein? Attends. Bon. Attends, je suis en train de lire le courrier qui a été envoyé par Serge Letchimy au Premier ministre de la France de l'époque, qui était donc Michel Barnier. D'accord. Hein? D'accord. Blocage des prix. Je pas confondre Coco avec Zamboufo. Non, mais je passe sur les détails. Donc on disait suppression de la TVA sur les 54 familles de produits essentiels. En fait, c'est 69 familles de produits. Encadrement des marges des importateurs, grossistes et distributeurs. Augmentation du montant de l'aide au fret, c'est-à-dire permettre par le biais d'une sorte de continuité territoriale que l'aide au fret soit augmentée de telle sorte qu'on puisse diminuer sur le coût du transport des marchandises. Le renforcement, très important, le renforcement du POCI pour une diversification agricole durable, puisque nous savons que le POCI est servi notamment à ceux qui exploitent la banane à 83%, et le reste pour les maraîchers, enfin les petits producteurs de fruits et légumes. Donc il faut rétablir les choses. Et je passe
sur les autres choses pour parler de la réduction des marges commerciales des importateurs, grossistes et distributeurs. Voilà. J'ai fixé un peu le cadre. À vous de nous dire ce que vous pensez de cette assertion de l'ex-ministre des Outre-mer consistant à dire que le protocole serait suspendu, évidemment en attendant qu'un nouveau gouvernement soit nommé. Moi, je voudrais dire deux choses. C'est-à-dire qu'avant, on avait vu d'abord un premier courrier qu'avait fait le ministre dit des Outre-mer, M. Buffet. Il avait fait un premier courrier qui disait quoi? Notamment avant la censure, même 2 jours avant qu'il y ait le vote à l'Assemblée nationale, en disant à l'ensemble des parlementaires dit des Outre-mer, attention, si vous votez la censure, il n'y aura plus de protocole, ça ne sera pas possible, etc. On ne pourra pas appliquer. Donc il avait déjà essayé avant de mettre entre guillemets un peu la pression sur les parlementaires, sur nos parlementaires en tout cas. Faute de croire que ça n'a pas trop fonctionné. Effectivement, le fait que la loi de finances, mais bon, même si on sait que la censure n'a pas été votée pour la loi de finances, mais c'était par rapport à la loi de la sécurité sociale, mais quand même il y a une censure qui a été mise en place, mais le fait que le PLF 2025 n'a pas pu être voté, le projet de loi de finances 2025 n'a pas pu être voté, donc ce qui fait que le protocole d'accord ne peut pas s'appliquer. Pour une raison très simple, les parlementaires qui avaient déjà voté, parce qu'il faut le rappeler, les parlementaires avaient déjà voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, que ce soit en commission, que ce soit dans l'hémicycle, ils avaient déjà voté la suppression de la TVA sur les 69 familles de produits. Ça avait déjà été voté alors, et acté. Oui, sauf que, évidemment, comme c'est intégré dans le PLF, ça dit voilà, donc c'était simplement pour y expliquer. Oui. Mais pourquoi je dis ça? Pour une raison très simple. C'est que si ça, pour moi, ça a déjà été voté à l'unanimité, si ça repasse, ça sera de nouveau voté par les parlementaires à l'unanimité. Ça semble faire, sur ça, il n'y a pas trop de débat. Après, donc ce qui fait que pour moi, ça ressortira dans le prochain PLF. Après, quand est-ce que ça sera voté? Là, on sait que lundi, il y aura une loi spéciale qui sera votée dans l'hémicycle, du moins qui sera présentée à l'hémicycle, mais normalement elle sera votée parce que c'est pour permettre à l'État de collecter les impôts, etc. et de reproduire tout ce qui avait été, toutes les mesures qui avaient été prises en 2024, donc en gros alignées, et ça, ce qui va permettre d'ailleurs pour nos retraités qui verront une augmentation de leur retraite 2,2%. On parle de 2,2, de 2,8, donc ça va être... voilà. Parce qu'on sait que c'est indexé sur l'inflation, donc ce qui fait que, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nos retraités, en tout cas déjà à ce niveau-là. Et puis il y a d'autres bonnes nouvelles. Bon, il y en a d'autres qui sont moins bonnes, puisqu'on le sait très bien. Les tickets restaurants qui... voilà, entre autres, donc voilà. Donc on a qui est à ce niveau-là. Par contre, c'est pour ça que je dis que quand le ministre dit ça, je ne veux pas être trop long, pour moi, peu importe le nouveau gouvernement, ce qu'il faudra faire, c'est faire l'État respecter ses engagements. Parce que la collectivité, elle va respecter ses engagements, elle les a respectés. L'ensemble des élus martiniquais de l'hémicycle, ils l'ont déjà voté. Ils ont voté à l'unanimité quasiment cette baisse d'octroi de mer qui sera appliquée d'ici le début de l'année, normalement. Oui. C'est une bonne question parce qu'il faut rappeler que le président du Conseil exécutif indiquait très clairement que ça ne pouvait pas être la seule mesure appliquée. Oui. Et qu'il fallait que ce soit articulé avec une baisse, enfin une exonération de la TVA. Voilà, avec une exonération de la TVA. Tout au moins. Voilà, non, mais compte tenu de la situation, je pense que les élus, en tout cas, décideront vraiment de ce qui sera fait. Mais logiquement, cette baisse de la TVA sera appliquée. Mais en tout cas, si c'est seulement la baisse de l'octroi de mer, les gens verront très peu la différence. Ils verront très peu la différence parce que l'octroi de mer... Parlons d'exonération. D'exonération, voilà, de la TVA, donc de l'octroi de mer. Mais les gens verront très peu parce qu'en réalité, ce n'est pas l'octroi de mer qui fait que la vie est chère. Ce n'est pas que ça. Effectivement, ça représente un pourcentage très faible, mais les gens verront très peu la différence. En tout cas, ce n'est pas ce qui permettra d'atteindre ce qu'il y avait dans le protocole, la moyenne des 20%. Il faut qu'il y ait notamment, tu l'as dit tout à l'heure là, la partie qui est très importante, la partie sur la continuité territoriale, dont le transport. Et c'est là qu'il y a un enjeu très important, parce que pour l'instant, le fait que le PLF n'ait pas été voté, ça ne changera pas grand-chose. Malheureusement, parce que la collectivité va respecter ses engagements, mais on n'atteindra pas ces 20%, malheureusement. Donc, il faut que l'État, comme tu l'as dit, tienne ses engagements à ce niveau-là. Donc, ce qui est important, c'est que les élus rappellent à l'État son engagement aux nouvelles personnes qui seront là vraisemblablement demain le Premier ministre pour lui dire « Attention, il y a un engagement d'État qui avait été pris, il y a la continuité de l'État, vous devez respecter cet engagement-là. » Et il faut aussi, bien sûr, que... l'ensemble des grossistes aussi, mais aussi les distributeurs participent comme il avait dit, et ça normalement, il semblerait qu'ils vont tenir leur engagement pour participer, que ce soit le gel des marges, etc., pour respecter l'ensemble des engagements, pour arriver à cette baisse moyenne des 20% l'année prochaine, en début d'année. Parfait. Michel, tu piaffes là d'impatience. Je ne rentre pas trop dans les détails juridiques. Moi, ce que je constate, c'est que l'essentiel, c'est ce que nous avons toujours dit, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours dit,
Connu. Pour une fois, et je le dis depuis 2009, la question de la baisse des prix est d'abord de la responsabilité de l'État français et pas des collectivités et pas des élus martiniquais. Bon. Et par conséquent, le fait que l'État français soit bloqué par une crise politique, une crise institutionnelle et une crise en grande partie économique, parce que les agences de notation sont en train de réviser leur point de vue sur la dette de la France, c'est une question qui doit montrer aux Martiniquais la dépendance extrême de nos pays, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, etc., d'outre-mer, à l'égard de la France. Et cette dépendance, c'est une dépendance à l'égard de la consommation, mais c'est une dépendance à l'égard de l'école, c'est une dépendance à l'égard, mais oui, à l'égard de la santé. Cette semaine, il y a eu une grève des syndicats de la santé, etc. etc. Aujourd'hui même. Bon, par conséquent, c'est pas simple. Alors, s'agissant du fameux protocole, effectivement, alors, il a raison de souligner, il y a la TVA qui ne va pas sans la baisse de l'outre-mer. Bon. Mais il y a aussi, alors, je n'aime pas le mot, j'ai toujours dit que je n'aimais pas le mot continuité territoriale. La continuité territoriale a un contenu assimilationniste pour moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence géographique entre la Martinique, pays caribéen à 7000, 8000 km, et la France. Ce n'est pas la même chose que la Corse, contrairement à ce que disent certains. En tout cas, en chiffre, c'est sûr que c'est pas la même chose. Qu'il y ait un soutien. Et là, je rejoins tout à fait ce que dit Lertimé. Une aide aux fret. Une aide aux fret. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, comme une continuité territoriale. Oui, sans que ça soit véritablement. J'ai bien compris ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue. Cette réalité-là. Il n'a pas dit continuité territoriale, il dit comme. C'est moi qui disais comme. Qu'il y ait une aide aux fret bien calibrée et qui soit bien appliquée et qui ne concurrence pas, qui n'abaisse pas les prix des produits importés alimentaires pour concurrencer de manière déloyale la production locale que nous nous efforcions avec l'OPCI de développer, oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il faut que, par conséquent, nos parlementaires soient extrêmement vigilants au moment où cette disposition législative sera votée. Et puis alors, par contre, je n'ai pas entendu très clairement le préfet parler de l'encadrement. Dans l'encadrement des marges et des prix. Or, s'il n'y a pas d'encadrement des marges et des prix, il n'y aura pas de répercussion à la baisse, des baisses notamment de fiscalité. Par conséquent, le combat, en d'autres termes, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, la vigilance doit être extrême, non seulement à l'égard des élus, mais de l'opinion publique martiniquaise qui doit continuer à se mobiliser, parce que le combat contre la vie chère, même si je ne suis pas d'accord avec cette méthode, mais le combat contre la vie chère doit continuer à se poursuivre sous des formes militantes, de façon à accompagner nos élus pour aller jusqu'au bout et pour étendre ce combat contre la vie chère au-delà de la seule question de l'alimentation, les médicaments. La vie chère alors. Mais les pièces détachées de véhicules, les pièces détachées automobiles, c'est pas la vie chère, tout ça. Donc c'est un combat que nous devons continuer à mener de manière résolue et déterminée. Et puis surtout, ne pas croire qu'avec des idées simplistes, parce qu'on se bat contre l'État capitaliste. Le capitalisme sait user. Alors, ce n'est pas avec des idées simplistes qu'on se bat contre l'État capitaliste. Parfait. Karine, alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, je suis d'accord avec mes confrères chroniqueurs sur le fait que les collectivités ont fait des efforts. L'État semble balloter un petit peu par rapport à ces efforts, mais en tout cas, l'État est rentré dans les discussions, mais nous nous éparpillons. Ce problème de vie chère, là, où a déjà été réglé, si les comptes de la grande distribution avaient été joyeusement et simplement posés sur la table, à ce moment-là, nous aurions eu les chiffres pour évaluer de quel ordre pourraient être les baisses raisonnables, de manière à recadrer un peu les choses, parce que n'oublions pas que nous n'avons pas affaire à des entreprises classiques. Nous avons affaire à des entreprises qui ont des subventions, qu'elles soient locales, nationales ou européennes, qui ont des pratiques et des maillages qui permettent d'exploiter et de surexploiter certaines filières. Donc là où on pense que par exemple un conteneur comme un particulier pourrait coûter 5 000 €, quand on fait rentrer 192 000 conteneurs en Martinique et que la majorité des conteneurs qui rentrent par le bien d'une seule entreprise, on pense bien que le tarif n'est pas le même. Donc à ce moment-là, sans spéculer, pour clarifier les choses et pour mettre fin à cette crise, il suffirait pour les entreprises de la grande distribution de publier leurs comptes. Comme ça, on discute à niveau d'information raisonnable des baisses qui peuvent être engendrées. Comme l'avait dit Michel lors de certaines autres émissions, il y a des mesures à prendre à court, moyen et long terme. Pour commencer à discuter objectivement de ça et pour savoir de combien est-ce qu'on peut baisser les prix et pour évaluer de combien est l'abus, parce que nous avons vu certains prix défiler et on sait que ça continue d'augmenter à des fins perverses, puisque en vrai, est-ce qu'on a besoin de pratiquer des prix aussi abusifs? Bien sûr que non. Mais le capitalisme étant ce qu'il est, voilà, nous en sommes là. Je termine juste, je ne vais pas m'étendre trop dessus. Le renforcement du POSEI, je veux bien. Le rétablissement d'une meilleure répartition plus équitable du POSEI, ce serait encore mieux. Et j'encourage. Je n'oublie pas que, c'était hier, me semble-t-il, que Stéphane Ayotte s'est exprimé sur le fait qu'il y a deux grandes causes à la vie chère. L'éloignement et l'étroitesse du marché. Alors, ça fait partie des facteurs, mais ça m'étonnerait fort, mais encore faudrait-il avoir la publication des comptes de la grande distribution pour évaluer la pertinence de ces propos, que ce soit les seuls facteurs et que ce soit des facteurs modérés ou des facteurs favorisants. Cependant, à mon avis, on pourrait, parce que je vais citer Charlie Mars, qui est le président de l'Association des commerçants de Sainte-Anne et du Vauclin. À une période, il a plusieurs Carrefour Market à Sainte-Anne, au Vauclin et à Rivière-Pilote. Il est passé par une autre plateforme que la plateforme habituelle locale. Et il a réussi à vendre 60% moins cher, tout en ayant des bénéfices. Donc, on peut se poser la question de la balance, comme on dit. On peut se poser la question de la pertinence de la publication de ces informations-là. Et on peut se demander ce qu'on pourrait mettre en place objectivement à court, moyen et long terme à partir de la publication de ces éléments-là. Je termine juste en disant que je suis d'accord avec Michel sur la nécessité d'instaurer des mécanismes de contrôle à condition qu'ils soient indépendants et fiables et qu'ils aient les moyens d'exister et d'exercer, parce qu'on n'a pas tellement parlé des sanctions en cas de non-respect des engagements dont on a parlé. On n'a pas vraiment parlé de tout ça et on a besoin quand on fait une loi, on a besoin de repères concernant les... Et de transparence. Et de transparence, absolument. Et la transparence commence pour moi au niveau de la publication des comptes de la grande distribution. Et ensuite, concernant leur manière de fonctionner, le maillage qu'ils ont établi qui est très, très savant, qui n'est pas à la portée de tous. Et parce que moi, je ne suis qu'une citoyenne engagée et impliquée. Je ne suis pas... je suis humble là-dessus, mais j'aurais bien aimé comprendre davantage. Encore faudrait-il avoir les éléments. Alors Valérie, on a entendu, comme disait Karine, Stéphane Ayotte indiquer que les coûts supérieurs
aux coûts pratiqués en France était lié essentiellement à l'éloignement et à l'étroitesse du marché, mais pas seulement. Nous avons entendu également Robert Parfait indiquer que seule la continuité territoriale pourrait permettre effectivement de faire baisser les coûts. Alors, dans cette question-là, la question autour des prix, il faut bien aussi accepter notre état de citoyen et notre incompétence. En tout cas, moi, j'accepte la mienne en matière de formation des prix. Clairement. Cependant, on est des citoyens, on observe aussi les choses, comment ça se passe, et on se dit qu'à un moment, il faut aussi qu'on aille vers la compréhension de tout ce qui est en train de se faire. Je ne suis pas complètement d'accord avec Michel quand il dit que c'est seulement l'État français qui doit s'en inquiéter. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si la collectivité majeure n'avait strictement rien dit à ce moment-là et ne s'engagerait à strictement rien concernant les prix? Moi, je trouve que c'est quelque chose, oui, bien sûr, c'est la responsabilité de l'État. Parce que l'État, depuis de trop nombreuses années, ne s'est pas inquiété, enfin, savait très bien quels étaient les bénéfices qui étaient faits par une certaine catégorie de la population, qui, par ailleurs, on le sait tous, est extrêmement à l'aise avec eux, rentre à l'Élysée, etc. Mais je trouve que quand il y a une collectivité majeure, elle doit bien évidemment aussi s'impliquer. Il y a une crise sur le territoire et il faut absolument que la collectivité majeure essaye de trouver des solutions que tu as appelées simplistes, mais en tout cas que tout le monde a plus ou moins comprises. C'est quoi le but des gens? Je suis un petit peu pédagogue, je suis un petit peu prof. Le but des gens, c'est que les prix baissent. On nous a annoncé 20% de baisse à peu près sur un certain nombre de produits. Ça, c'est l'objectif des gens. À la limite, que ce soit l'octroi de mer, la TVA, le POSEI, etc., les gens s'en fichent. Ils veulent voir au supermarché qu'ils ont, au lieu de payer 100 € un panier, ils vont le payer 80 €. C'est ça aussi. Je ne suis pas spécialiste de la chose. Cependant, il y a aussi des choses que je vois. Mathieu en a parlé un petit peu. Le ministre, il a parlé bizarrement juste avant la motion de censure. Il avait déjà dit, en gros, on avait l'impression que c'était une espèce d'appel à l'aide. Ne votez pas la motion de censure parce que ça va pas nous permettre de continuer. Moi, je crois que l'État n'a pas le choix. Et puis, il y a un principe qui est la continuité de l'État. L'État n'aura pas le choix. Il sera obligé de se saisir à nouveau de cette question parce qu'il sait qu'il y a une crise aux Antilles, et particulièrement en Martinique, et qu'il faut là qu'il y ait des réponses, et que les Martiniquais attendent les réponses, et que les politiques martiniquais attendent les réponses. Moi, mon questionnement, et je vais terminer par ça, il est un petit peu différent. Moi, je m'interroge aussi sur les députés de la Martinique. Je m'interroge sur les députés de la Martinique parce qu'ils ont signé le protocole, hein, même s'ils ont dit que c'était juste pour, je ne sais plus, suivre ce qui se passera, c'est pas parce qu'ils sont d'accord, etc. Je crois qu'il y en a 3 qui ont voté sur les 4. Hein. Je crois que le député William n'a pas voté parce qu'il n'était pas là, n'a pas signé parce qu'il n'était pas là. Enfin bref, la majorité des députés, ils ont voté. Mais ils ont signé. De toute façon, je pense. Ils ont signé. Oui, oui. J'ai du mal à comprendre, sincèrement, et je n'ai strictement aucune sympathie pour le gouvernement de M. Barnier. Aucune sympathie. Pour celui qui est tombé, parce que profondément, et là je l'assume entièrement, je suis profondément de gauche. Mais je ne comprends pas qu'on dise que c'est la priorité pour la Martinique, cette affaire de prix, parce qu'il y a une crise grave en Martinique, qu'on vote en même temps la motion de censure alors qu'on sait pertinemment que derrière ça a des conséquences aussi. J'ai du mal à comprendre un certain nombre de postures. Vraiment. Et j'ai du mal à comprendre la posture de certains députés. Même si une motion de censure, oui, très bien, mais pourquoi faire quand on connaît le contexte de l'Assemblée nationale? On voit bien qu'on n'arrivera pas à quoi que ce soit. Il faudra attendre qu'il y ait une majorité, sauf si on passe peut-être à une 6e République, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai du mal à comprendre cette posture-là, parce que oui, ça, 3 ou 4 voteront moins. C'est peut-être pas très important, c'est peut-être pas très important, mais il y a un signal. Bien sûr, il y a un signal politique aussi à donner. Alors, donc j'ai un petit peu de mal à comprendre tout ça, mais en fait, moi, à titre personnel, je pense que l'État n'aura pas le choix. Je ne suis pas si sûr que ça, parce que nous avons déjà été fortement bananés par les gouvernements successifs, ne tenant pas compte évidemment de nos problèmes majeurs. C'est pour ça que je suis quand même un peu inquiet. Et je dis très clairement qu'il faut absolument que nos représentants au Parlement soient
très vigilant sur l'application de ces engagements qui ont été pris par la signature du préfet. Parce que c'est ça. Et le préfet, lui, il dit, moi j'ai signé, ma signature engage, c'est la continuité de l'État, même si on change de gouvernement, le prochain gouvernement devra respecter ses engagements. Mais je n'en crois rien. Et je dis souvent, les Corses ont réussi à se faire respecter par des mesures qui sont un peu contestables, que je n'ose pas dire ici, devant le grand public, mais très franchement, ils se sont fait respecter parce qu'ils ont employé de la méthode forte. Voilà. Mais je comprends Michel quand il dit, bon, c'est de la responsabilité de l'État, c'est vrai, parce que l'État peut intervenir à plusieurs titres. À plusieurs titres. Et certains ont indiqué que ce n'était pas normal que la CTM puisse s'engager sur l'octroi de mer comme ça, parce que l'octroi de mer, surtout que le gouvernement a toujours considéré que nous étions des collectivités riches parce que nous percevions l'octroi de mer, il faut rappeler que l'octroi de mer est un impôt qui est payé par les Martiniquais et par les Guadeloupéens en l'occurrence. Et par conséquent, c'est notre argent qui va encore financer un problème qui aurait dû être réglé par l'État, au titre, par exemple, de l'intervention sur les prix, parce qu'il y a un article du Code du commerce qui le permet. Bon, alors, tout ça fait qu'il y a des pour et des contre, et cela dit, nous comptons sur l'État, véritablement, je dirais au titre de quelque chose qui s'appelle la continuité territoriale, même si on n'est pas d'accord sur le thème, mais je suis d'accord avec toi, Michel, c'est pas un terme qui me convient. Quoi qu'il en soit, moi je crois qu'il faut peser, compte tenu de la situation, il faut peser sur ceux qui forment le prix aujourd'hui. Et ceux qui forment le prix, on le sait, 67% du surcoût est constitué par le transport. C'est là où je voulais en venir, parce que tu vois, on a évoqué, effectivement, je vais pas être très long, on a évoqué tout à l'heure là les différents partenaires qui doivent intervenir pour arriver à ces 20% de baisse en moyenne. Mais on a oublié de le dire, hein, que normalement, dans ce protocole d'accord, l'armateur principal qui a le monopole ici, puisqu'il y en a un seul qui a le monopole, il intervenait aussi financièrement pour permettre de faire baisser ses prix et d'obtenir ces 20% en moyenne. Il ne faut pas oublier ça. Absolument. Il y a la partie de l'État qui était d'environ 12 millions. Normalement, à la base, c'était 20 millions. Ils sont pas trop d'accord sur ça parce qu'entre-temps, Bercy est en train de... On connaît déjà comment ça se passe. Entre la décision politique et Bercy, quand ils passent derrière, ils essayent de réduire les choses. Mais il y a l'armateur qui avait déjà pris un engagement aussi et qui a signé ce protocole-là. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Absolument. Et je voulais dire aussi que dans le protocole, comme Michel a parlé de contrôle, dans le protocole, c'était prévu aussi un renfort des effectifs, etc. La collectivité elle-même, d'ailleurs, a déjà lancé ses appels à candidature pour permettre d'avoir des personnes qualifiées qui pourront travailler aussi dessus. Va lancer là bientôt, je crois que c'est dans la plénière de décembre, une AMI. Pour permettre de financer, que ce soit des associations, mais pour permettre aussi à certaines personnes, sur leur smartphone, etc., de développer des applications, ce qui est déjà en cours, hein, d'ailleurs, qui est en train déjà d'être fait pour que tout le monde puisse contrôler, voir l'évolution, etc., à ce niveau-là. Mais rappelons aussi qu'il y a une partie qui passe, et ce qu'a dit Michel aussi tout à l'heure, par le législatif ou par le réglementaire. Et là, à ce niveau-là, c'est ce travail-là qui devait être fait et qui avait déjà commencé avec des concertations par nos élus, pour les faire passer dans la loi programme et d'orientation qui devait être votée. Donc là, c'est là qu'il y a notre enjeu. C'est-à-dire que, est-ce que le nouveau gouvernement qui sera là acceptera de présenter cette loi tout à ce niveau-là. Tout à fait. Puis il y a l'Observatoire des prix aussi, auquel participent les organisations syndicales, qui n'a strictement aucun moyen. C'est quelque chose d'extrêmement descendant, qui ne sert pas à grand-chose, véritablement. Donc, puisqu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de véritable observatoire, en tout cas. Deux mots. Je te rejoins que la collectivité territoriale, collectivité majeure, se devait de prendre l'initiative. Bon, ce que je veux dire, néanmoins, c'est que nous sommes confrontés, depuis la création de la CTM, et lui, moi, j'étais partie de l'ancienne majorité, et eux aussi, c'est que beaucoup de Martiniquais ont cru qu'avec la CTM, qu'on avait l'autonomie. Ils nous attribuent, et jusqu'ici d'ailleurs, ils nous attribuent des pouvoirs qu'on n'a pas. Bon, on n'a pas de pouvoir réglementaire. C'est clair. On n'a pas de pouvoir. On a des compétences des fois. Tu peux désigner 50 bonhommes pour contrôler les prix, ils n'ont pas de pouvoir. C'est sûr. C'est-à-dire que s'ils se présentent à côté là, de la CTM à Carrefour, ailleurs te fout. Ok? Bon. Par conséquent, c'est du pipeau. Sauf
si les agents de la CTM sont habilités par l'État et assermentés par l'État pour être habilités à contrôler. Voilà. Bon. Quant à l'octroi de mer, alors, j'ai participé à un débat très intéressant avec une spécialiste de l'état de question, Madame Pierre-Louis. Bon. Elle dit que c'est dangereux de baisser l'octroi de mer, de manipuler l'octroi de mer, parce que ça va encourager les gens qui visent la suppression de l'octroi de mer à le supprimer. Bon. Alors moi, ma position est un peu intermédiaire. Autant je suis d'accord pour dire, réfuter la thèse de Bruno Le Maire et d'autres, que l'octroi de mer serait le seul facteur de vie chère, autant c'est une taxe, comme la TVA, c'est une taxe, elle a un rôle dans la formation des prix. Et que par conséquent, une contribution, à condition qu'elle soit modérée, une contribution de baisse de l'octroi de mer, à condition qu'on fasse attention à ne pas baisser la capacité de protection de l'octroi de mer de la production locale. Parce que le problème, c'est que notre ami Philippe Saint-Cyr, qui était ici à cette place-là, à côté de moi, se plaisait à expliquer que l'octroi de mer a deux fonctions, deux êtres. Il a une fonction ressources des collectivités locales. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons le voir avec le rapport de l'AMT. C'est grâce à l'octroi de mer que les collectivités ont amélioré leur situation. C'est en 2023. Augmentation des recettes Bon. fiscales. Et puis, deuxième fonction, c'est la protection. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'économie martiniquaise, l'industrie martiniquaise est la plus forte de tous les DOM. L'industrie de la Martinique représente les 7 à 8% du produit intérieur brut, ce qui n'est pas le cas en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. Et ça représente 8000 emplois. Chez nous. Emplois industriels, artisanaux, agricoles. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est la MPI dans les années 70, notamment, tiens, je pense à Osna ou à Jean-Claude Lubin et à Élysée. Il y a eu quand même des capitalistes martiniquais qui se sont lancés dans la création d'entreprises de transformation en Martinique. Par conséquent, c'est une réalité. Et que nous ne devons pas détruire ce que nous avons construit. Michel, je pense que tu as lu le rapport de la Cour des comptes sur l'octroi de mer, c'est ça. Je l'ai lu et relu et annoté. Et annoté. Bon, alors on voit bien qu'il y a une attaque faite par rapport à l'octroi de mer par tous ceux qui sont en France, notamment les médias. Les médias nous parlaient que de ça. Exact. Lors de la crise. Et ça n'a pas fini. C'est pas fini, bien entendu. C'est pas fini. Tous les médias se sont emparés de ce sujet en disant le surcoût des denrées, notamment alimentaires, eh bien, est lié à l'octroi de mer, à l'existence de l'octroi de mer. Oui. La Cour des comptes, il faut rappeler que la Cour des comptes demande à ce que l'octroi de mer soit réformé d'ici à 2027. J'allais dire, si vous voulez. À 2027. Ça veut dire que normalement, cette réforme devrait apparaître lors du CIOM. Du projet de loi de finances. Projet de 2025. De 2025 pour une application en 2027. Tout à fait. Bon. Et évidemment, ça correspond à une demande formulée par l'Union européenne. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je dis et je répète, moi j'ai fait une petite communication au parti justement Pas sur tout l'octroi à de fait. mer. Pas tout à fait. Attends, pour dire, il faut qu'on soit très, très attentif, très vigilant. Pourquoi? Parce que tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Je suis d'accord avec toi. Bon. Il faut absolument que nous puissions participer, parce que de toute façon, l'octroi de mer soit réformé. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair. Bon, Ils cherchent à le faire depuis un Ils certain cherchent à le nombre faire depuis d'années. un certain temps. Dans quel sens? Ils ont surtout dans le sens de l'augmentation. À nos dépens. Ils ont Naturellement, à nos prolongé dépens. l'existence de l'octroi de mer de 10 ans comme ça, depuis plusieurs décennies.
Et là, maintenant, le moment est arrivé pour qu'effectivement cet octroi de mer soit réformé. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Il faut que les parlementaires, mais pas seulement les parlementaires, tous les élus, notamment les élus de la CTM, soient très vigilants, fassent très attention, parce que nous ne pouvons pas, je le répète, je le dis, nous ne pouvons pas nous passer de l'octroi de mer. Nous ne pouvons pas, je répète, nous passer de l'octroi de mer. J'ai l'impression cependant, si tu peux me permettre... Je t'en prie, vas-y. J'ai l'impression cependant que l'objectif de l'État, au départ, était de supprimer l'octroi de mer et de rendre l'octroi de mer responsable des prix extrêmement importants. Et ils ont bien vu qu'avec la crise, les Martiniquais ont bien vu aussi que ce n'était pas seulement l'octroi de mer, que c'était aussi essentiellement les marges stratosphériques développées par les distributeurs. Ça, on le sait aussi. Tout à fait. Et je trouve que ce mouvement, si ce mouvement a quelque chose de positif, c'est aussi que les Martiniquais se rendent compte de l'utilisation et de l'importance de l'octroi de mer, mais aussi que l'État voit que les Martiniquais aujourd'hui ne sont pas dupes et qu'il faut aussi et surtout trouver des moyens d'encadrer les prix et de forcer certains à ne pas faire de marge stratosphérique. Parce que ça aussi, ils voient, je ne suis pas sûre que leur volonté de départ, qui était celle de supprimer complètement l'octroi de mer, ils puissent y arriver parce qu'ils ont bien vu aussi l'opposition naturellement des collectivités, c'est évident, mais aussi la connaissance aujourd'hui des Martiniquais qui savent que l'octroi de mer n'est pas l'origine du mal. Absolument. Moi, je voudrais juste rappeler... C'est le coupable idéal, en fait. Voilà. Tout simplement... Attends, je te passe la parole tout de suite. C'est le coupable idéal, pourquoi? Tout simplement parce que l'octroi de mer n'apparaît pas sur les factures. C'est ça. On a la TVA, mais on n'a pas le niveau de l'octroi de mer. Donc les gens imaginent que c'est là l'essence du mal. Mathieu. Non, je veux juste rappeler qu'il y a une chose qui avait été faite quand ils ont commencé, une stratégie qui était mise en place au niveau national, c'était s'attaquer bien sûr à l'octroi de mer responsable de la vie chère. Et après, s'il n'y a plus d'octroi-de-mer, parce que c'était ça le but qui était lancé au-delà de ce que l'Union européenne disait, s'attaquer après aux 40%. S'il n'y a pas d'octroi-de-mer, c'est l'octroi-de-mer qui représente la vie chère, et après commencer à s'attaquer aux 40%. Et c'était ça la stratégie qui était mise en place au niveau national. Et ils étaient en train d'y aller au fur et à mesure. C'est tout. Il ne faut pas... Clairement. Voilà. Karine. Pour remettre les téléspectateurs à un certain niveau d'information, l'Union européenne aussi s'est servie du fait que l'octroi de mer étant un impôt à part, il était plus ou moins illégal. Et ça a fait de nous un territoire d'exportation pour l'Union européenne. C'est ça. Et donc, du coup, ça faisait partie des arguments de Bruno Le Maire pour évincer l'octroi de mer. Cependant, je ne glorifie pas non plus complètement l'octroi de mer, qui n'est pas toujours, dont l'utilisation en tout cas, n'est pas toujours approuvée par tous et pour lequel nous y gagnerions en crédibilité en ayant davantage de transparence sur l'utilisation de cet octroi de mer. Et puis, concernant la grande distribution, il faudra qu'on nous explique aussi l'utilité de 13 intermédiaires entre le port du Havre et le port de Fort-de-France. Donc, quelle est l'utilité d'avoir 13 intermédiaires qui chacun gagne des marges, on va dire, raisonnables, comme ça a été cité, mais en vrai, on n'a aucun moyen factuel de pouvoir le contrôler, avec des marges entre 2 et 5%, disent-ils. Quelle est l'utilité d'avoir ces 13 intermédiaires sur l'océan, sachant qu'il n'y a qu'un seul océan à traverser? Tout à fait. Et c'est toi qui disais tout à l'heure qu'il y a une obligation de transparence. Absolument. Ouais, absolument. Si vous le voulez bien, je propose qu'on passe à la deuxième thématique de notre menu d'aujourd'hui, à savoir, la tentative d'Emmanuel Macron de constituer un gouvernement et de nommer un Premier ministre. Nous savons qu'il y a des partis politiques qui sont en très grande difficulté parce que ne sachant pas quoi faire. Je veux parler en particulier du Parti socialiste. Le Parti socialiste est assis entre deux chaises. Faut-il quitter LFI, enfin en tout cas le nouveau Front populaire, en tout cas, plus précisément, faut-il quitter le nouveau Front populaire parce que la radicalisation prônée par Jean-Luc Mélenchon fait des dégâts au niveau de la population, surtout que la motion de censure a été présentée par les NFP. Ils ont trouvé dans leur roue le Rassemblement national, ce qui leur a permis d'avoir plus de 330 députés votant la motion de censure. Mais aujourd'hui, on se rend compte que
la France se trouve dans une difficulté majeure, la population ne suit pas trop. Et le Parti socialiste ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut quitter le nouveau Front populaire? Oui, oui, oui. Ainsi que les communistes, les communistes. Et les écologistes, je parle à Michel en particulier. Parce que quand on sait que les NFP, attends Michel, les NFP sont, il y a 178 députés NFP, mais il n'y a que 66 députés socialistes. Et que Olivier Faure lui-même a bénéficié des voix des LFI pour pouvoir se faire élire. Mais ça, c'est de la cuisine, ça. Ah ben il n'empêche. Tu mélanges l'analyse politique et la cuisine électorale. Attends, non. Tu es en train de... tu es en train de... C'est de la cuisine électorale. C'est pas de la cuisine électorale parce que ça nourrit la réflexion, très clairement. Bon, ben, absolument. Ça nourrit la réflexion parce que, tu sais, si demain il y a une dissolution, il y a beaucoup d'entre eux qui vont disparaître. Et notamment les socialistes. Macron a dit pas avant 30 mois. Bon, alors je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole là-dessus. Michel, comme tu as réagi par rapport à mes propos. Je vais répondre très simplement que je suis d'autant plus à l'aise que je partageais la position de Valérie Véotal-Lourlio concernant Valérie, tu as les faveurs de monsieur Branchi. Souvent, on partage un certain nombre de positions. J'ai exprimé ici même, à la précédente émission, que je me posais la question s'il fallait que nos députés suivent automatiquement le nouveau Front populaire en votant la motion de censure. Oui. OK? Bon. En ce sens que, vu le fait que nous avions un budget amputé de 350 millions d'euros, vu que nous avions toute une série de dispositions spécifiques que nous avions à défendre, et en particulier la question de la vie chère, et qui sont des choses particulières. Bon. Alors, pour revenir à ce que tu dis, la situation dans laquelle se trouve Macron, bon, il s'est fourré lui-même là-dedans. Bon, on ne revient pas là-dessus. Il a après l'élection européenne, vu le succès du Front National, mais je vais aller plus loin. C'est la France. Ce n'est pas une question de cuisine électorale. C'est la France qui a viré à l'extrême droite. C'est ça le fond du problème. C'est la force du Front National. Et par conséquent... Est-ce que vraiment on peut dire ça, Michel? Oui. Ah oui. C'est la force. Le fait que le Front National a remporté les élections européennes, qui a entraîné la dissolution par Macron de l'Assemblée nationale. Bien. Et on a sauvé l'Assemblée nationale. Ah bon. On a sauvé l'Assemblée nationale. Je rappelle que Bardella était déjà Premier ministre, entre nous. Bon, on a... Et que certains ont réagi pour dire non. C'est le Front républicain et la Constitution, nouveau Front populaire, avec un programme disons, au service des couches populaires, des couches de travailleurs, qui a permis de faire reculer le Front National. OK? Bon. Mais il n'empêche que la menace en France, ce qui se passe en France, ce qui s'est passé dans beaucoup de pays européens, et qui s'est passé aux États-Unis. Vous avez l'exemple, le grand frère, Trump. Trump, c'est quoi? C'est les néo-fascistes américains. Les suprémacistes. Bon, par conséquent, il ne faut pas jouer avec ça. Bon. Alors aujourd'hui, la France est dans une crise, je répète, une crise politique, bien sûr. Bon, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi une crise de régime. Qui confine la crise de régime. La 5e République était faite pour un régime de bipartisme. Et il y a 3 blocs. Bon, autrement dit, tu peux faire ce que tu veux. Si tu dissous l'Assemblée nationale maintenant, tu vas te retrouver avec 3 blocs. Si Macron démissionne en tant que président de la République, et comme le demande Mélenchon, qu'est-ce qui va passer? Ce sera un duel Le Pen-Mélenchon. Absolument.
C'est ça. Absolument. C'est ça la réalité. Par conséquent, il ne faut pas jouer. C'est pour ça que le Parti communiste a parfaitement compris, Fabien Roussel, qu'il faut trouver une forme de compromis. Oui, il a fait une ouverture. Ouais. Il faut trouver une forme de compromis pour qu'il y ait un gouvernement pendant au moins 1 an, sans censure. Non, mais alors qu'est-ce que tu... Donc, il ne faut pas dire que le Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes ont le cul entre deux chaises. Ce n'est pas vrai. Ils essaient de trouver une solution. Et avec des conditions. La condition essentielle du Parti communiste, c'est un programme à caractère social. Et ça rejoint ce que nous disons ici en Martinique, le Parti communiste martiniquais. La principale préoccupation des Martiniquais, c'est notamment la vie chère, mais c'est surtout les conditions de vie. Je vais les énumérer encore. La santé, les médicaments, l'éducation. C'est ça. Alors, c'est ça. C'est ça qui préoccupe les gens. Et par conséquent, il faut trouver une personnalité qui permette de... Donc, je ne sais pas qui va dégoter. Il y a environ 4 noms qui ressortent. Non, mais oui, il y a 4 noms qui ressortent. Mais non, mais c'est précisément la question, Michel, parce que tu dis, ouais, cuisine politique, etc. Je veux bien. Je veux bien. Mais il n'empêche que le fond du problème est qu'aujourd'hui, Macron est incapable de proposer une solution qui soit admise par tous. Aucune personne... C'est normal qu'il y a 3 blocs, c'est exactement ce qu'il dit. Mais oui, mais non, personne ne peut provoquer évidemment, une solution. parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il dit Macron? Il dit qu'il faut former un gouvernement d'intérêt général. Je suis ravi qu'il ait réalisé que ça peut ser initialement un gouvernement. Je pense qu'entre-temps, il s'est changé parce que là, il parle d'accord de méthode maintenant. Non mais Mathieu, c'est totalement... C'est un expert en rhétorique. En réalité, Macron ne sait pas où il habite. Oui, voilà, ça fait longtemps. Bon, je voulais juste... Moi, je laisse les Français. Moi, je te dis une chose. Moi, Martiniquais, Outre-mer, les Français sont face à une crise qui les concerne et dans laquelle ils nous entraînent. Ils nous entraînent. Ils nous entraînent dans le gouffre. Et nous avons à défendre d'abord, principalement, nos propres intérêts. Nos propres intérêts. OK? Bon. Et je suis d'accord. Michel, je suis d'accord. Je veux bien que tu tiennes ce discours-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de réclamer un pouvoir. Un camarade communiste qui veut sauver la classe ouvrière. Alors, nous sommes en train de clamer haut et fort que nous avons besoin de pouvoir normatif dans ce pays, c'est-à-dire une transmission de compétences et de pouvoir au niveau local. Et nous n'arrivons pas à obtenir ça. Et ceci depuis plusieurs années. Oui. Donc, quand tu dis c'est leur problème et qu'ils nous entraînent dans leurs difficultés, moi je veux bien. L'un n'empêche pas l'autre. Absolument. Mais il n'empêche que nous ne sommes pas entendus pour l'instant. Oui. Et que nous dépendons de ces gouvernements-là et de notre capacité. Mais malheureusement, la population n'est pas encore derrière nous et n'a pas encore compris l'intérêt justement de ce transfert de compétences et de pouvoir. Oui. Parce que qu'est-ce qui se dit? Et les crises, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se dit? Les crises arrivent au moment où tu ne t'y Michel, si tu pas. acceptes de m'écouter, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui? Vous avez déjà suffisamment de pouvoir, vous avez des pouvoirs dans le transport, dans l'eau, dans les déchets, qu'est-ce que vous en faites, etc. Je connais ce discours. Mais oui, mais c'est ça que je te dis. En méconnaissant, je perds même mon latin, en méconnaissant le fait que nous avons perdu tout pouvoir fiscal aujourd'hui et nous ne pouvons pas orienter nos politiques publiques. Et on va le voir la semaine prochaine. Voilà. Je crois que c'est Karine qui voulait dire quelque chose. Ouais. Alors, pour en revenir à ce dont Michel parlait tout à l'heure, ça fait des années qu'Emmanuel Macron valorise les principes portés par l'extrême droite. Il a ouvert une autoroute pour l'extrême droite, alors qu'il se présentait comme celui qui allait freiner les extrêmes, et en particulier l'extrême droite. Donc, à partir du moment où on met en place des conditions favorables à l'ultracapitalisme, à l'ultralibéralisme, et qu'en plus de ça, on laisse l'audiovisuel public, mais oui, avec l'arrêt de la taxe audiovisuelle, qui permettait de répartir équitablement
des subventions dans les médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit les radios ou les télévisions, à partir du moment où on a supprimé cette taxe, c'était pas un cadeau, hein, parce qu'avec l'État, c'est comme au casino, le corpus global est toujours gagnant. D'accord? Ceux qui viennent à côté, bon, on va leur laisser des miettes, mais à la base, l'État réfléchit très bien à ces choses-là. Et en fait, en mettant en place ce genre de mécanisme, les subventions pour tel ou tel organe de presse sont avec plus d'inégalités en fonction des orientations et laissent aussi la presse dépendante des investisseurs. Et on est dans une jungle, hein, même si dans le monde économique, la violence ne se voit pas comme ça. Mais en gros, c'est celui qui paye qui décide des orientations. On l'a bien vu avec Canal+ et Bolloré. Bolloré, oui. Bolloré. On l'a bien vu avec un certain nombre de structures. Et maintenant, ça a des... Et maintenant, ça a des, mais aussi Xavier Niel, qui a racheté notre France Antilles. C'est ça. À la demande de Macron. Bon, entre autres. Mais il faut aussi que les téléspectateurs le sachent. Parce que Xavier Niel, qui est à la tête de Free, il a aussi racheté le France Antilles. Donc nous sommes aussi concernés. Enfin, on se voit. Mais c'est ce que je dis. Mais ce n'est pas je dis à Michel, il faut faire attention à ce discours-là. Ce n'est pas un problème martinico-martiniquais. Nous faisons partie de la France, jusqu'à preuve du contraire. Et quand bien même on pourrait rentrer dans des orientations, pour le moment, la situation est telle. Donc, il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe là-bas, parce que tout ce qui se passe comme dysfonctionnement là-bas a des impacts amplifiés sur nos territoires. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et la crise institutionnelle dans laquelle nous nous C'est clair et trouvons, net. Ouais. sachant que nous manquons de pouvoir décisionnel, comme tu le disais tout à l'heure, ça nous met dans une impuissance. Et dans un inconfort qui est dommageable, très dommageable pour nous. Absolument. Alors, moi, je voulais ajouter une chose, parce que j'ai que Valérie veut intervenir aussi. Effectivement, Emmanuel Macron a décidé de recevoir l'ensemble des différents partis politiques, sauf le Rassemblement national et LFI. Ouais. Il a essayé de leur dire de trouver, comme tu l'as dit, un accord de méthode, de gouvernement, mais l'objectif, c'est d'éviter la censure immédiate du nouveau gouvernement. C'est ça, l'objectif qu'il a derrière, c'est avant tout. Et les socialistes, chacun a posé, on a vu que les socialistes ont dit, vous voulez éviter la censure, n'utilisez pas le 49.3. Nommé Premier ministre de gauche, etc. Donc chacun a donné un peu son analyse, Laurent Wauquiez aussi. Lui, il a dit qu'il faut que ça soit quelqu'un de droite, bien sûr, c'est évident, etc. Et on a vu d'autres mouvements qui ont été un peu plus ouverts et qui ont dit qu'il faut essayer de trouver, dans les mesures qui seront mises en place, des mesures de gauche, de droite, pour essayer de trouver un peu un compromis, parce qu'ils veulent éviter que la France soit déstabilisée rapidement avec le gouvernement et qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Mais il y a un sondage qui est sorti et qui est assez intéressant, hein, et qui montre ce que pensent les Français, en tout cas, à ce niveau-là. Le sondage dit quoi? Votre prochain gouvernement et votre prochain Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il doit être d'aucun parti politique? 41%. De gauche, 23%. Du Rassemblement national, 17%. De droite, 12%. Du camp présidentiel, 6%. L'effondrement. Et bien sûr, sans réponse, 1%. Ça montre quoi? 41%, la majorité, soit 2 fois plus, avant la gauche de 23%, pense qu'il faut que le nouveau Premier ministre soit apolitique. Donc ça démontre quoi? Ça démontre quoi? Que les gens ont assez de ce qui se passe en ce moment, assez de la petite guéguerre qu'ils voient à l'Assemblée nationale. Exactement. Et qu'ils cherchent de la stabilité. Exactement. Tout à fait. Parce qu'ils ont peur des lendemains. et c'est bien pour ça que je parlais du voilà. Parti socialiste. Michel n'était pas d'accord, mais je disais, le Parti socialiste est en train d'hésiter. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Attends, Michel, attends, non, parce que Valérie n'a pas encore parlé. Valérie n'a pas encore parlé. Oui, si Michel me permet, j'aurais bien aimé m'exprimer. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Karine, parce que non, on ne peut pas se dire tout simplement que ça ne nous regarde pas. Nous sommes martiniquais et que voilà, il faut s'occuper de nous-mêmes. C'est toi-même, Michel, qui a parlé de santé, d'éducation. Et tu sais à quel point ce sont des sujets qui sont purement et simplement nationaux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, oui, la Martinique doit avoir un regard sur ce qui se passe au niveau national, parce que tout simplement, oui, ça a des implications et qui sont souvent beaucoup plus importantes chez nous. C'est pas facile non plus la position de Macron, qu'il a cherché, et ça je suis d'accord avec toi, c'est lui qui a cherché. C'est pas facile la position dans laquelle il est, parce qu'on est dans un contexte, qu'on l'on sait, d'absence de majorité, etc. Et que cette histoire de pacte pour la non-censure, j'y crois absolument pas. Regardez, il a fait un pacte avec le Rassemblement national et c'est bien fait ce qui lui arrive. Parce qu'il a fait un pacte avec le Rassemblement national. La France n'a pas toujours été à l'extrême droite, mais la France a toujours été à droite.
Par contre, il faut aussi qu'on le reconnaisse. pas Et pareil. aujourd'hui, depuis Sarkozy, homme de droite, on a libéré la parole raciste. Et la France a eu l'impression qu'ils avaient le droit de dire véritablement ce qu'ils pensaient. Parce que moi, je crois que la France, depuis longtemps, est d'extrême droite. Je suis un petit peu professeur d'histoire aussi. J'ai aussi beaucoup vu ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Et j'ai l'impression que la France a souvent été d'extrême droite, même si, bien évidemment, il y a de très belles valeurs de liberté, d'égalité, fraternité, mais qui sont souvent des valeurs, on a l'impression que c'est un discours et ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas facile. Moi, je vois aussi la posture de LFI qui me pose un vrai problème. Et LFI, pour autant, il y a des idées qui correspondent bien aux miennes. Plutôt les idées écologistes aujourd'hui, parce que je trouve le parti écologiste particulièrement, avec Marine Tondelier, particulièrement à sa place. Et puis, je trouve qu'elle a un discours qui rassemble et que c'est une femme responsable. Vraiment, elle me plaît beaucoup, cette jeune femme. Tondelier, oui, Marine Tondelier. Je trouve que LFI est toujours dans l'outrage. Il a dit sauf LFI parce qu'il avait... Et dans l'outrance. Et dans l'outrance. Oui. Sauf LFI et le Rassemblement national, bien évidemment que je suis d'accord avec le Rassemblement, qu'il exclut le Rassemblement national à qui il faisait des yeux doux à un moment. LFI, c'est parce que Bompard avait refusé d'y aller aussi. Oui. Ils ont refusé d'aller à l'Élysée. Et ça, c'est inadmissible, parce que dans des temps dans lesquels on est, avec une crise politique aussi importante, je crois qu'on doit être responsable. Et les postures politiciennes, c'est ça que le peuple ne veut plus. Ah oui. C'est ça que la population ne veut plus. Macron, il est dans des temps difficiles parce qu'il l'a cherché, parce que son ego est surdimensionné, parce qu'il est persuadé d'avoir toujours raison et qu'il pensait qu'il gagnerait les élections législatives. Il était encore persuadé, malgré la situation. C'est pour ça qu'on se dit, ce sont des hommes qui planent à ce niveau-là. Ce sont des hommes qui planent et ils ne réalisent pas le niveau de détestation. Parce que malheureusement, quand on a le pouvoir, on a aussi une cour. On a aussi une cour. On a aussi des flatteurs. Et puis on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Il y a un vrai problème de leader. Sur notre territoire, mais aussi au niveau national. Parfait. Personne ne se reconnaît plus dans personne. Alors, et c'est ça le problème. J'en finis, je vois que tu veux... Je t'en prie, non, je suis obligé avancer, je comprends. Je suis le gardien du temps, hein, c'est pour ça. Ouais. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Alors, rapprochons-nous de notre Caraïbe, Haïti. 184 morts ce week-end à Cité-Soleil. Malheureusement, je serais tenté de dire, c'est triste ce qui se passe en Haïti. Effectivement, ce week-end, il y a eu 184 morts, mais ce n'est pas nouveau. Le rapport, l'ONU dit quoi? L'ONU dit dans le dernier rapport qu'ils avaient fait juste avant, qu'entre juillet et septembre, il y avait 1233 morts. C'est une chose terrible. Et dans ces 1233 morts, quand on analyse les chiffres, ce qui m'a surpris, en tout cas moi, à mon niveau, c'est que 43% de ces morts ont été effectués par la police, 47% par les gangs, et le reste par des milices qui ont été mises en place pour protéger leur quartier, etc., par rapport à ce qui se passe. Et ça, c'est terrible. On sait qu'Haïti, c'est 12 millions de personnes. Port-au-Prince, c'est déjà contrôlé à environ 90% par les gangs. Ça s'est traduit par quoi? Par 700 000 personnes qui ont été déplacées dans le pays, dont 50% d'enfants. Et quand on lit des fois les différents rapports qui sortent, il y a des choses horribles qui sont mises en place. J'ai lu par exemple qu'il y a un enfant de 15 ans qu'on a accusé à tort d'avoir volé un cochon, on l'a enterré vivant. Et il y a des récits comme ça au quotidien. Et ça, c'est terrible ce qui se passe dans le pays. Les 400 militaires kenyans qui sont arrivés ne suffisent pas. Et tant qu'il n'y aura pas une vraie force internationale pour remettre de la stabilité, de l'ordre dans ce pays, malheureusement, on aura des choses terribles au quotidien, comme tu l'as vu, comme ce qui se passait ce week-end. Et pourquoi? Parce qu'un chef de gang considère que son fils est mort, était malade parce que les gens pratiquaient du vaudou et tue 184 personnes. C'est terrible ce qui se passe et il est temps que les autorités internationales réagissent pour faire cesser ce qui se passe dans ce pays qui ne mérite pas ça. Caroline, qu'est-ce qui fait que Haïti n'intéresse pas effectivement les organismes internationaux? Moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas du tout d'accord. Les gens regardent de loin ce qui se passe en Haïti. Haïti a été la première colonie de la Caraïbe à déclarer son indépendance. Il était nécessaire que la première colonie serve d'exemple pour ne pas contaminer les autres colonies, pour qu'elles réclament elles aussi leur indépendance. Et historiquement, tout a été fait, tout a été instrumentalisé
pour faire d'Haïti une terre de désolation jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas de fabrique d'armes ni d'infrastructures pour introduire des armes à Haïti. D'où sortent ces armes-là? Posons-nous les bonnes questions. Pour produire des armes sur Pour territoire, produire ou pour avoir des armes tout court. Ça vient, nous savons que les armes viennent des États-Unis, de toute façon. Hein, mais peut-être pas que. Peut-être aussi qu'il y a du trafic de drogue, puisqu'il y a des gangs. Puisque Haïti se trouve à la jonction entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Donc il y a probablement des facteurs qui nous échappent. Mais le contexte de violence et de désolation qui règne en Haïti, je dirais presque dans un climat d'inertie pour les autres nations. Je vais donner un exemple tout bête. Il y a eu le gros tremblement de terre en janvier... Je me rappelle 2012. Haïti. Le tremblement de terre? Oui. En 2010. 2010? Oui. Vérifiez. Mais c'était en janvier, sûr. Janvier 2010, oui. Et la Croix-Rouge avait levé une somme record. Je crois qu'il était question de certain nombre de milliards, 6 ou 8 milliards, je ne sais plus exactement. Quand on a su, à la suite de ce tremblement de terre, où plein d'organismes humanitaires se sont précipités au chevet d'Haïti, qu'est-ce qui s'est passé dans les mois d'après? On a découvert qu'il y avait 6 maisons qui avaient été construites avec l'argent de la Croix-Rouge. Le reste, on ne sait pas. Il y a eu du trafic d'enfants. Il y a eu du trafic d'organes. Que les infrastructures vitales n'ont pas été reconstruites. Qu'on a éparpillé les gens de manière non organisée. Donc on a fait semblant de travailler alors que les choses n'étaient pas coordonnées. On sait qu'il y a eu des distributions de vivres prioritairement dans les quartiers riches. Et ça, ce n'est pas Karine Thérèse qui le dit, ce sont des témoignages de Martiniquais qui ont été sur place prêter main forte qui me sont remontés. Donc en janvier 2010. Merci beaucoup Valérie. J'ai vérifié. Et donc... malheureusement, quand on voit la situation d'Haïti qui ne peut que nous émouvoir, quand on voit que volontairement on laisse un pays dans une telle misère, un pays qui est tout à côté de nous, nous en tant que Caribéens, on a une solidarité, mais nous sommes limités dans notre pouvoir d'action. Mais de grandes puissances auraient pu aider gracieusement Haïti. Quand on voit ce que Haïti rembourse depuis presque toujours à la France, Enfin, jusqu'en les années 50. Quoi. 52. En 1952, ils ont fini de payer les intérêts d'emprunt. Les intérêts d'emprunt. Non, mais c'est possible, parce qu'en 1800, les intérêts d'emprunt, ils ont fini de les payer en 1852. Tout à fait. Et rappelons que c'était environ, on parle de 115 milliards, en tout cas, dans les différents chiffres qu'on évoque. En tout cas, la dette morale de la France au regard d'Haïti est non négligeable. Et je pense qu'il faut s'intéresser, parce qu'on parle beaucoup de... J'ai l'occasion de le dire assez souvent. Des fois, on voit les choses au sens large, et puis comme si on ne parlait que de numéros ou d'objets. Nous parlons aussi d'humains. Et je souhaite qu'on se... Malheureusement, c'est uniquement dans les contextes de guerre ou de catastrophes naturelles ou de choses vraiment graves qu'on se recentre un petit peu sur l'humain. J'aurais aimé qu'on se recentre un petit peu sur l'humain et qu'on voit aussi la violence non immédiatement visible chez nous, pour ne pas aboutir de plus en plus à des extrêmes et pour ne pas non plus qu'on soit insensible à la condition des autres. Parce que c'est en voyant les choses de loin, en se disant « mais non, nous, on n'est pas concernés ». Ça se dit pas, ouais, je sais pas qu'à fait mal. Ah, ben c'est triste, hein, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est cette déshumanisation-là qui est progressive, qui fait qu'on se déshumanise au quotidien, qu'on se considère un peu comme des chiffres, alors qu'en fait, les choses sont gravissimes. Et nous sommes interdépendants, donc quoi qu'on en dise, hein, si jamais demain il y a une catastrophe aussi importante ou pire en Martinique, ce sont notre première famille, ce sont nos voisins immédiats, c'est pas la France. Donc, parce que si, admettons que l'aéroport ne soit pas praticable, ce seront nos voisins les plus proches qui vont venir à notre secours. Donc, il faut aussi penser à cet aspect-là des choses. Et je souhaite interpeller tous les téléspectateurs sur la nécessité
d'avoir un peu d'humilité, de remettre un petit peu d'humanité dans notre façon de vivre ensemble et d'arrêter de... Parce qu'avec la présidence d'Emmanuel Macron, et je vais terminer là-dessus pour ne pas monopoliser la parole, on a beaucoup géré comme s'il fallait gérer une entreprise, comme s'il fallait gérer des chiffres. Alors qu'en fait, Emmanuel Macron est à la tête de l'État. L'État est fait de citoyens. Ces gens-là ont une vie. Il n'y a jamais eu autant de personnes à la rue. Il n'y a jamais eu autant de crises institutionnelles qui ont eu des conséquences gravissimes sur les conditions de vie de tous les citoyens français et encore pire dans l'outre-mer. Donc, posons-nous les bonnes questions. Michel, depuis... Bon, attends, mais non, mais laisse-moi te poser la question. Excuse-moi, je crois que tu me donnais la parole. Oui, je te la donne tout de suite, je t'interpelle pour te la donner. Depuis l'indépendance d'Haïti, Haïti n'a jamais connu de paix. Elle a toujours eu à sa tête un dictateur. Alors, tu sais, moi... Et ils sont restés, selon ce que j'ai lu, parce que j'ai lu l'histoire d'Haïti, bien entendu, parce que Haïti est tellement emblématique pour nous, hein, puisque c'est la première république noire, c'est le premier pays qui s'est libéré de joug colonialiste. Et donc, on se rend compte que les gouvernants sont restés souvent très peu de temps. Ils ont été renversés, etc., etc. Il n'y a que la période récente, on a vu Duvalier rester un peu plus longtemps, Baby Doc, peut-être une quinzaine d'années. Et puis après, eh bien, on a retrouvé cette espèce d'incohérence. Comment expliquer ça? Enfin, tu vas dire ce que tu veux, mais je veux dire, ça nous interpelle énormément. Bon, alors moi, je veux distinguer ce qui résulte de l'histoire, c'est-à-dire la dette, le remboursement, les interventions des États-Unis en Haïti, une forme de domination impérialiste et coloniale de l'extérieur. Bon. Et puis ce qui résulte quand même de la société haïtienne elle-même. C'est que je prends pour moi. Nous. Tu parlais tout à l'heure que nous n'avons pas de pouvoir. Mais nous n'avons qu'à nous prendre à nous-mêmes. Et à un moment donné, dans un peuple, il ne faut pas dire que ce sont les autres. Qu'est-ce qui fait que ce type-là est persuadé qu'on a tué son fils avec du vaudou? C'est que quelque part, il se trouvait un papadoc pour utiliser le vaudou comme un moyen d'asservissement, d'abrutissement du peuple haïtien. Ok? Bon. Alors, c'est ambivalent. C'est une religion, c'est l'originel, c'est l'originalité, c'est notre personnalité, mais en même temps, c'est aussi le fait de croire à des puissances extérieures qui nous dominent et de ne pas avoir de rationalité. Parce que j'ai fréquenté le PUSH, le parti unifié des communistes haïtiens, que Duvalier a exterminé. Il y avait un comité central de 300 camarades communistes qui les a exterminés. Pourquoi? Parce que les communistes étaient un élément de rationalité dans un pays où régnait l'irrationalité. Ok? Alors, les pays caribéens ont fait des efforts. Le CARICOM, ils ont fait des efforts pour pouvoir aider les Haïtiens à s'en sortir des gangs. Ils ont même essayé de constituer des unités de police. Bon, ils n'ont pas les moyens financiers, mais ils ont quand même essayé de le faire. Bon. Alors, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre solution. Si Haïti veut sortir de cette difficulté, il faut éradiquer les gangs. Mais comment? Il faut éradiquer les gangs. Alors, il y a le Kenya qui a envoyé une force de police. Oui, 400 hommes. 400 Kenyans. Bon, c'est pas suffisant.
Ouais, c'est ça. C'est pas suffisant. Mais ils essaient de faire ça. Mais il n'y a pas d'autre solution. Non, mais tu dis il n'y a pas d'autre solution, on veut bien t'entendre. C'est pas si simple. Mais c'est pas si simple, évidemment, parce que Eh ben, comment faire? C'est surtout le problème, faire. c'est que quelqu'un parlait des grandes puissances. Alors, le Et- problème... Non, mais Michel, c'est pour ça que je pose la question à Karine. Pourquoi est-ce que Haïti n'intéresse pas? Parce que ça serait passé n'importe Parce où que ailleurs. pour Haïtiens ne l'exemplarité. veulent pas que les Donc, grandes puissances oui, viennent chez eux. Oui. y a Ils ne ça veulent aussi. pas. Donc, ils ont répudié en quelque sorte les forces de l'ONU à l'époque. Enfin, il y a quelques Et années. voilà. Tout à fait. Alors, Oui. le problème, Mais- le problème, c'est que on a trouvé la solution du Kenya, un pays africain, proche, ethniquement, etc. Mais malheureusement, il y a au Kenya une situation politique extrêmement troublée. D'ailleurs, la Cour suprême du Kenya a condamné l'envoi des forces de police kenyanes en En Haïti. Haïti, ouais. Alors, Alors, juste une oui, information, tout à fait. parce que tu as parlé de solutions à mettre en place, et je vais passer la parole. S'est tenue la semaine dernière une conférence avec l'Africa Mundus et les personnes qui gèrent le pouvoir à Haïti. Alors, l'Africa Mundus, c'est le rassemblement des diasporas anciennes colonies en Afrique. Il y a eu une conférence qui est tombée d'accord sur la nécessité de mettre un gouvernement, mais en exil, c'est-à-dire un gouvernement qui ne sera pas sur le sol haïtien pour ne pas risquer la vie du gouvernement, tout simplement. Voilà. Mais je laisse Valérie, je vais exprimer. Non, ce si que tu je veux pense. dire deux mots, mais Non, je voulais c'est juste Valérie. dire qu'il, Ça sert à rien, ça. parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a un conseil provisoire qui est mis en place, composé de 9 membres, et il y a un nouveau Premier ministre, puisque l'ancien, en juin, ils l'ont fait... Voilà, il a démissionné. Il a démissionné. En gros, le conseil provisoire l'a obligé à démissionner parce qu'il refusait que ses ministres de la Justice, etc., de l'économie démissionnent. Donc voilà, il y a un nouveau Premier ministre et un conseil provisoire. C'est juste tout ce que je voulais dire, qui est mis en place. Valérie, à vous tous, j'ai eu l'occasion d'aller en Haïti à plusieurs reprises. Je l'ai dit ici d'ailleurs, lors d'une précédente édition. Je suis revenu malade, quoi. Vraiment. Malade physiquement. Par ce que j'avais vu. Mais ceci, c'est depuis plusieurs années. Hein. Je ne parle pas de choses récentes, évidemment, parce qu'on ne peut pas aller en Haïti. J'ai des amis qui sont très proches des communautés haïtiennes. Vous savez que je suis un élu de Terre-Saint-Ville, et à Terre-Saint-Ville, il y a une communauté haïtienne qui est très forte, et que je fréquente, enfin, en tout cas, avec qui je discute. Mais je suis allé, donc, pour me rendre compte qu'à l'époque, il y a déjà 10-15 ans, il n'y avait aucune procédure de mise en place. Et je suis arrivé à la conclusion que, et ça, je vous prie de croire que je suis un démocrate convaincu, mais je suis arrivé à la conclusion qu'il faudrait une dictature éclairée dans ce pays. Alors, quand j'ai dit ça, évidemment, tout le monde sait, le tollé, comment, seule la démocratie peut sauver un pays. Tu parles de la démocratie à l'américaine. Mais ce que je veux dire, c'est que la démocratie, paraît-il, est le meilleur moyen qu'on ait trouvé. Mais le problème, c'est que on ne s'en sort pas. Mais Raphaël, je laisse Valérie s'exprimer, mais ce pays, depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021, n'a plus de président. On oublie ça. Et On est en le pays avait un 2024, président. on va passer en 2025, Le pays il y a avait un plus de président. Le pays avait un président. En fait, j'ai l'impression que je suis trop polie. Je laisse Valérie Non, s'exprimer. non. Mais je sais, Excusez-moi. je connais la réaction Je quand je dis m'excuse, ça. je laisse Valérie s'exprimer. Je connais la réaction quand je dis ça. Sauf que je suis attiré par la situation d'aujourd'hui et celle d'hier. Ça n'a pas changé. C'est ça que je dis. Et je vous prie de croire que je suis un démocrate convaincu. Je ne vais pas dire ce que je pense. Mon propos sera dans la droite ligne de ce que dit Mathieu. Il faut vraiment qu'on réalise que l'instabilité politique entraîne le chaos. Mais oui. On est pile dedans. Moi, j'ai aussi regardé des chiffres. 5000 tués, 5000 personnes tuées sur l'année totale. Toi, tu as donné 1200, mais c'était sur un temps. En 2 mois. 5000 tués sur une année. Derrière, il y a aussi une crise sécuritaire. Avec la présence de gangs armés, Michel en a parlé. Et le problème des gangs armés, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir tous les droits. Il faut faire très attention à l'instabilité politique. C'est vraiment le point de départ de la difficulté d'Haïti. Alors, je ne serai pas
complètement d'accord avec ce que dit Michel. Oui, le vaudou a été utilisé comme un moyen d'asservissement à un moment. Absolument. Mais c'est une culture aussi qu'il faut respecter. Ah bon. C'est une culture aussi oui. qu'il faut respecter. Ce positionnement qui consiste à dire que la culture des gens est presque une sous-culture, je dis non. Je dis qu'il faut respecter, chacun a sa culture, chacun a ses croyances. Et ça aussi, c'est l'acceptation des uns et des autres. Il faut vraiment... Il y a 300 sectes évangélistes. Tu me permets de terminer? 300 sectes évangélistes en Haïti. Tu as le droit d'avoir ta position, comme j'ai le droit d'avoir la mienne. Moi, j'ai entendu une émission extrêmement intéressante dernièrement sur France Inter sur une exposition sur la mort au Quai Branly, là, le musée Jacques Chirac, et dans laquelle il y a une partie sur Haïti et la culture de la mort, de la zombification, etc. Puisque vous savez qu'il y a une grosse culture autour du vaudou, de la zombification, etc. J'ai appris qu'on enterrait des gens vivants, on les droguait, on enterrait des gens vivants. Bien évidemment, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, je l'entends tout à fait. En tant qu'humain, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais moi j'ai le droit de ne pas mépriser les cultures des gens. Et c'est une culture qu'on ne comprend pas. Il faut l'accepter aussi, qu'on ne comprend pas, nous, en tant que Martiniquais. Et bien évidemment, c'est bien sûr qu'on est obligé de voir derrière les vies humaines, comme tu parlais, comme tu disais, Karine. Ouais, derrière, c'est des vies humaines, c'est des centaines, des milliers de personnes qui meurent, des gens à côté de nous et des difficultés. Mais vraiment, je voudrais insister sur ça. Ouais. L'instabilité politique, elle entraîne le chaos. Et il faut faire attention à l'instabilité politique. Comment retrouver la stabilité politique? Franchement, sincèrement, je n'ai pas la solution. Je n'en sais strictement rien. Et si c'était si simple, on aurait claqué de doigts. L'instabilité politique est favorisée par l'obscurantisme. Bon, alors, sur ces bons mots, on va passer à notre sujet d'après, à savoir le bilan de l'Agence française de développement sur la santé financière des communes et des intercommunalités. Parce qu'il faut avouer que ils sont à leur 5e édition, c'est la 5e fois qu'ils proposent effectivement une analyse de la situation financière des communes. Et cette année, je vois que Michel, tu as de la littérature. Attends, tu vas intervenir, t'inquiète pas. Michel Auchan. Michel il est prêt à dégainer, tu vois, il est prêt à dégainer. Dans les statistiques. J'ai le chiffre là, il est prêt à dégainer. Tu auras la parole, ne t'inquiète pas. Oui. Et je disais donc, 5e édition, et là, ils ont, contrairement à ce qu'ils faisaient auparavant, ils ont inclus les intercommunalités, c'est-à-dire communautés d'agglomération. Nous en avons 3 sur le territoire de la Martinique. Il faut rappeler que communauté d'agglomération, ce n'est pas communauté de communes. L'espace sud était en communauté de communes, et je pense que le nord également, mais ce n'est pas le même statut juridique. Le statut juridique des communautés d'agglomération leur permet effectivement d'obtenir une dotation de l'État, c'est-à-dire la dotation globale de fonctionnement, alors même que quand on est en communauté de communes, on n'en bénéficie pas. Donc voilà. Donc ils ont fait cette analyse. Alors il faut rappeler aussi que nous avons depuis ces derniers temps un rapport de la Chambre régionale des comptes sur le prêcheur, indiquant que le prêcheur avait un déficit de plus de 2 millions d'euros, ce qui est énorme, ça représente 83% ou 84% des recettes de fonctionnement. Juste avant, il y avait Saint-Pierre avant aussi. Ouais, Saint-Pierre. Juste avant, il y avait Saint-Pierre. Oui, Saint-Pierre. Non, mais on peut citer les communes qui sont aujourd'hui en contrat de redressement avec l'État, dont Fort-de-France. Ils sont corrompus. Et bon, savoir comment est-ce qu'effectivement ces communes arrivent à s'en sortir. Alors, vous avez la parole, bien entendu. Je pourrais dire plein de choses. Vous savez que c'est un peu ma spécialité. Mais je préfère encore que vous vous exprimiez. Et puis on verra ce que je peux rajouter par rapport à ce que vous allez dire. Michel, tu as fait là. Non. D'abord, il faut rappeler ce que c'est que l'AFD. L'AFD, c'est l'Agence française de développement. C'est le principal instrument d'intervention de la France dans son ancien domaine colonial. C'est l'héritier de ce qu'on appelle la Caisse centrale de coopération économique qui intervenait en Afrique. Bon. Et par conséquent, bon. Alors, l'AFD a pris la place des
des banques commerciales qui prêtaient aux communes progressivement. Et bon, à l'heure actuelle, par exemple, elle représente plus de 50% des prêteurs de la CTM et même plus de 50% aussi des prêteurs de la ville de Fort-de-France. Alors, les sommes qu'elle annonce, ce n'est pas des dons. Hein. Ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts. Oui. Donc, la logique d'un prêteur, quand il examine des comptes d'une banque, c'est de regarder ce qu'on appelle le CA. Bon. C'est-à-dire le supplément qu'il y a de recettes par rapport aux dépenses de fonctionnement. Et de voir si ce supplément peut servir pour justifier un prêt. Et si l'intéressé pourra rembourser. C'est d'abord ça. Hein. Donc, les chiffres qui nous sont donnés sont intéressants. Mais c'est le point de vue d'un prêteur. C'est considéré, ou qu'à aller à la banque, il y a tout là. Moi-même, quand il y a la banque, ou quand il y a la banque, bon, on vous rien faire réparer toi, moi. Donc là, ça qui compte tout. Et quand on a découvert depuis 2 ans, non, hein. On a découvert, on ne va pas payer plus tôt. Par contre, s'il voit que tu es un mois découvert, un autre mois, c'est bon, etc., il va faire une moyenne sur une année. Il va dire, voilà, ce monsieur a une capacité de remboursement de 100, de 200, de 300, de 400 euros par mois. On va pouvoir lui prêter 1000 euros. OK? Bon, alors, ceci dit, la conclusion principale, me semble-t-il, qui est intéressante pour les Martiniquais de comprendre, c'est que la situation des communes s'est un peu améliorée depuis quelques années en Martinique, tout simplement pour 2 raisons. Première raison, c'est que les impôts locaux ont augmenté. Et deuxièmement, l'octroi de mer a augmenté. Alors, sur les impôts locaux, il faut dire aussi que c'est l'élargissement de la base la base fiscale. Hein, parce que, rappelle-toi, très peu de collectivités ont augmenté leur taux de fiscalité. Pas toutes. Il y en a une dizaine comme ça. Très peu ont augmenté leur taux de fiscalité. Pas toutes. Bon. Non, mais Michel, alors, on me signale que nous sommes presque au bout de du temps. Et puis il faudra que les autres puissent intervenir. Par une phrase, oui. C'est tout, parce que je ne vais pas trop prendre le crachoir. La LD estime que malgré tout, les communes martiniquaises n'investissent pas assez. Bon, alors ce sont les deux. Ne se projettent pas assez les deux conclusions. Et les EPCI également. Oui, les EPCI. Alors. Je laisse parler avant les dames. Après, je vais m'exprimer. Je peux parler rapidement, mais pas. Mais je vous propose de parler très rapidement. Oui, je parle rapidement. Moi, je vois que. Il y a quand même un combat important aussi de sous-financement des collectivités d'outre-mer. Et on a vu aussi le combat de Didier Laguerre qui essaye de trouver des solutions pour que les collectivités d'outre-mer, les calculs qui soient faits par l'État ne nous soient pas défavorables. Ça, c'est quelque chose d'important. Je vois qu'il y a des progrès, donc je dis que c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux si les collectivités arrivent à être moins à la gorge, prise à la gorge, en fait, il s'agit de ça. Moi, je vois aussi qu'à Fort-de-France, on est passé de 180 jours à 53 jours en matière de délai de règlement des factures. Je trouve que c'est pas mal aussi, qu'il y a un travail important qui est fait. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un problème d'investissement parce que, justement, il y a aussi le sous-financement. Donc, derrière, il faut donner aux communes et aux EPCI les moyens de leur politique. Et ils n'ont pas les moyens de leur politique. On dirait qu'il n'y a presque que des gestionnaires qui n'arrivent pas à faire autre chose que de la gestion quotidienne et qui n'arrivent pas à mettre en place leur politique. Et c'est ça aussi la difficulté. Parfait. Karine? Juste pour resituer rapidement, les choses. Parce que j'aurais aimé qu'on puisse rapidement, je rappelle, aborder Odyssey. Je rappelle que pour l'État français, une colonie, ce n'est pas fait pour que l'État dépense pour la colonie, investisse pour la colonie.
À la base, la colonie était là pour enrichir l'État et avoir ses propres fonds de fonctionnement. On n'en est pas tout à fait éloigné parce que l'État, en fait, aurait pu s'investir davantage dans nos territoires qui sont dans des conditions de développement pas du tout équitables par rapport aux conditions de l'Hexagone. On voit ça par rapport aux dotations et nous méritons davantage. Voilà, nous méritons davantage d'équité. Nous payons très cher notre appartenance à la France et nous avons besoin de plus de dotations pour nous développer au moins à un rythme plus satisfaisant et équitable par rapport à celui des autres régions de France. Nous sommes d'accord. Il faut remarquer, Mathieu, que tout le pouvoir fiscal nous a été enlevé quasiment. Il ne nous reste plus que l'octroi de mer. Tout à fait, il reste que l'octroi de mer. Et d'ailleurs, là, dans ce rapport, ils disent que les recettes fiscales ont augmenté de 4%. Michel l'a dit, hein. Tu l'as dit d'ailleurs toi, c'est l'assiette fiscale. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un travail qui a été fait pour plus de personnes qui ne payaient pas d'impôts, qui échappaient, puissent payer. Puis bien sûr, il y a les augmentations des recettes de l'octroi de mer. Mais je voulais dire que ce rapport, effectivement, parle que nos communes n'investissent pas assez parce qu'elles, bien sûr, on l'a dit ici, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Les EPCI, elles font la différence, par exemple, entre la Guyane et la Réunion qui investissent à hauteur de 30%, voire 35%, et ici en Martinique où nos EPCI, là je parle des EPCI, investissent à hauteur de 19%, donc une différence de près de 10 points. Mais au niveau national, c'est la même chose. Moi je regardais les différents rapports, le conseil départemental du Lot-et-Garonne, moins 160 millions par exemple sur sa ligne budgétaire de cette année en termes d'investissement, et en plus cela s'est traduit directement par 600 emplois en moins alors qu'ils ont 7000 employés. La région Pays de Loire, c'est moins 100 millions d'euros cette année en investissement et derrière 100 emplois en moins aussi. Ce qui ici, alors qu'ici les collectivités se battent pour pouvoir maintenir les emplois. Et d'ailleurs, ils maintiennent les emplois, mais on a vu qu'il y a certaines collectivités, on a regardé, où la charge de personnel, bien sûr, a diminué sur un certain point, et l'augmentation de cette charge de personnel est due à quoi? Aux dernières mesures compris au niveau national, le gouvernement. Alors quand on dit que ça ne nous concerne pas, ça nous concerne ce qui est pris là-bas. Et d'ailleurs, une bonne nouvelle, entre guillemets, pour les Martiniquais, le fait que le PLF n'ait pas été voté. Quand on parlait ici, on a parlé plusieurs fois ici de l'augmentation du prix des billets d'avion. Le PLF, donc le projet de loi de finances 2025 qui n'a pas été voté. Cette augmentation, cette taxe dit Chirac ou solidarité, comme on veut, qui aurait fait que chaque billet d'avion prenait 60, en tout cas en classe économique, prenait 60 euros, allait coûter 60 euros de plus. On a vu que l'ensemble des compagnies avaient déjà commencé, avaient suivi Air France, Air Caraïbes, etc., avaient déjà décidé de mettre cette taxe en place, alors qu'ici, d'ailleurs, on disait que c'est pas normal parce que le projet de loi de finances n'a pas encore été voté et qu'on allait de manière échapper. anticipée. Ben là, elles ont décidé de retirer cette taxe. Donc, enfin, heureusement, en tout cas, pour nous, les Martiniquais. En tout cas, pour les téléspectateurs et les téléspectatrices, il faut retenir de ce rapport, enfin, en tout cas, de cet observatoire des communes et des EPCI, que la situation des collectivités locales de Martinique est en train de s'améliorer, très clairement. Il faut regretter simplement que le taux d'effort ne soit qu'à 18%, tant pour les communes que pour les EPCI, enfin les communautés d'agglomération. Et nous pouvons espérer effectivement qu'il y ait une amélioration de ce... Le taux d'effort d'investissement. Oui, d'investissement. Non, je parle de l'investissement, bien sûr. L'investissement, puisque nous avons besoin effectivement de travailler sur notre politique d'équipement de notre pays, Martinique. Oui, mais Raphaël, on ne peut pas lier ça à ce qui était déjà prévu par le gouvernement, c'est-à-dire 5 milliards d'euros en moins pour les différentes collectivités bien entendu, territoire. Bien entendu, nous sommes d'accord. Il faut se battre. Il faut se battre. J'aurais aimé que nous abordions la situation d'Odyssey. Mardi, il y a un nouveau président qui a été élu. Hein. Il y avait 21 votants. Le président Dany Chomé a obtenu 11 voix et le candidat qui était présenté, je n'ose même pas dire par l'Alliance, parce que la CACEM, il faut rappeler que Odyssey, c'est la régie communautaire eau et assainissement de la CACEM. Et donc, on peut imaginer que les 4 communes qui représentent, qui sont membres du périmètre communautaire, c'est-à-dire Fort-de-France, Shellshire, Lamentin et Saint-Joseph, on peut estimer que 3 de ces communes-là, au moins, font partie de l'Alliance. On peut dire ça. L'Alliance, on peut dire aussi que l'Alliance présentait un candidat qui était Luc de Grandmaison, qui a échoué puisqu'il a obtenu 7 voix, et Dany Chomé, qui est dans l'opposition à Shellshire. Et l'ancien président, il ne se présentait pas? Non, il a démissionné. Enfin, en tout cas, Ah bon? Oui, Yvon Paquette, Yvon Paquette a démissionné. Qui est resté plus de 20 ans à Odyssey. D'ailleurs, c'est Césaire qui l'a mis là. Oui, enfin,
a décidé d'arrêter. Donc il y a une nouvelle élection pour pouvoir le remplacer. Il est toujours premier adjoint au maire. Il est toujours premier adjoint au maire. Césaire était maire. Bon, donc ce qui fait qu'on est un peu surpris de ce résultat, compte tenu du fait que, évidemment, l'Alliance présentait un candidat qui était Luc de Grandmaison. Est-ce que vous avez une explication? Madame Vertal-Loriot. Je n'ai strictement pas d'explication. Je ne dirai que deux choses qui seront extrêmement courtes, puisque le temps nous est compté. La démocratie a parlé. Voilà, il y a eu 11 voix contre 7. Point. Pas de commentaire. Je veux juste savoir ce que Schellcher et le Lamentin ont voté. C'est tout. Ah ben ça, on ne le saura pas, j'imagine. Voilà. Oui. Alors, moi, j'aimerais juste encourager le nouveau président d'Odyssey à prendre en main les enjeux majeurs de l'eau en Martinique, la valorisation de l'eau. Quand je dis valorisation, pas au niveau tarifaire, hein, parce qu'on paye déjà l'eau la plus chère de France qui passe par des canalisations insalubres et qui est polluée au chlordécone, pas parce que les centrales de traitement ne font pas leur travail. Oui, non. Il ne faut pas dire n'importe Karine, quoi. Non, mais il y a des analyses qui sont faites, j'ai les résultats, j'ai les chiffres. Non, mais si tu me laisses m'exprimer, tu vas comprendre. Non, mais si tu me laisses m'exprimer, tu vas comprendre où je veux en venir. Il y a des enfants qui boivent de l'eau au robinet, etc. Alors, si tu me laisses m'exprimer, tu vas comprendre. Moi, je bois ce le que je au veux robinet, j'ai pas l'impression d'être malade. Mais bon. Alors, si vous me laissez m'exprimer, vous allez comprendre là où je veux en venir. Les centrales fournissent une eau de très bonne qualité. J'ai discuté avec Yvon Paquetin sur... donc, je pense que son niveau d'information est supérieur au nôtre, d'une manière générale. J'assiste aux mêmes réunions que lui. D'accord, très bien. C'est ce que je voulais te dire. Oui, ben, grand bien te fasse. En ce qui concerne l'eau en Martinique, nous ne pouvons pas nier que les centrales font un travail extraordinaire de purification de l'eau. Nous avons une très bonne qualité d'eau au niveau de la centrale. Cette eau passe en fonction de la distance qu'il y a entre l'endroit où on ouvre le robinet et la centrale. Et je ne pense pas mentir quand je dis ça, puisque j'ai eu des éléments factuels. Non, tu ne mens pas. Quand l'eau, si je peux me permettre de terminer rapidement, quand l'eau passe dans des canalisations insalubres, avec de la rouille, des dépôts, etc. Pas parce que la centrale n'a pas fait son travail. L'eau qui est sortie de la centrale est de bonne qualité. L'eau de bonne qualité passe par des canalisations insalubres. Il n'y a pas besoin d'être super mathématicien ou d'avoir un bac plus 20 pour se rendre compte que cette eau-là ramasse des substances qu'elle n'est pas censée livrer au bout du robinet. Donc ça, c'est une réalité et malheureusement, il faut la mettre aussi sur la table. Ça ne veut pas dire que l'eau n'est pas... Il y a des normes. Donc tant qu'on n'est pas dans des normes d'insalubrité majeure, ça passe. Mais il faut aussi que les gens le sachent, parce que je ne mens pas non plus, parce qu'il y avait eu un reportage à l'époque sur Martinique Première qui avait montré l'état des canalisations. Donc j'invite chacun à se documenter sur la question. Donc je vais revenir aux enjeux pour lesquels j'encourage Daniel Chaumette, que je ne connais pas, à se saisir de ces enjeux-là de valorisation de l'eau en Martinique, parce que c'est une ressource essentielle, de renouveler le réseau des canalisations et de tenir compte de la dépollution et des enjeux environnementaux. Alors, Mathieu, tu as fini? Oui. Mais Mathieu veut réagir par rapport à ce que tu as dit. Donc Non, je voulais juste dire, parce que quand même, j'ai assisté à des compiles, à beaucoup de réunions, à beaucoup de choses, et j'ai eu la chance des fois d'avoir des réunions où l'ensemble des différents opérateurs étaient présents, où des résultats d'analyse ont été présentés. C'est vrai qu'il y a une vraie suspicion à ce niveau-là, au niveau de l'eau. D'où cette suspicion où des bureaux d'études et des bureaux d'analyse qui ne font pas partie ni de l'État ni quoi que ce soit ont été mandatés et payés. Et ces résultats ont été présentés. Ces résultats ont été faits de manière aléatoire. Il y avait chaque mois, on nous présentait, je ne participe plus à ces réunions-là, mais chaque mois, on nous présentait des prélèvements aléatoires qui étaient menés sur l'ensemble du territoire. Pas à la sortie, bien sûr, de l'usine, mais chez les particuliers. Et l'ensemble de ces analyses démontrait qu'il n'y avait pas, tu as utilisé le terme du chlordécone au niveau du robinet des particuliers chez eux. Par contre, des fois... Au niveau des seuils, parce qu'il faut parler de seuil. Karine, là, tu ne m'aides pas à t'interrompre. Moi, je me permets de... Je t'en prie, je te prie de m'excuser. Demander la même chose. Merci, c'est gentil. Et au niveau des robinets, par contre, effectivement, on retrouvait des fois différents seuils de différentes choses, mais qui permettaient, c'était des seuils qui étaient raisonnables. Mais chlordécone, zéro.
chlordécone, zéro. Je le dis au niveau des seuils, des robinets d'eau, des analyses qui étaient présentées. Parce que j'ai vu les différents... Il y a même des trucs que j'avoue que je ne connaissais pas certains termes qui nous ont été expliqués parce que je ne suis pas scientifique. Mais en tout cas, il n'y avait pas de chlordécone. C'est vrai, comme elle l'a dit, les canalisations ne sont pas bonnes, méritent d'être changées, on le sait tous ici. Il y a près de 40% de fuites au minimum. Les meilleures canalisations et des réseaux... Comme à beaucoup d'endroits en France, les fuites. Sont dans le sud. On sait très bien, on ne va pas revenir sur l'histoire, qu'il y a des fois où certaines personnes, certains fermiers qui étaient chargés d'investir n'ont pas investi et que ces dividendes-là sont partis vers l'extérieur, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Moi, ce qui m'intéresse là actuellement pour l'avenir, ce qui m'intéresse, c'est que je me dis qu'il y a trop d'autorité de l'eau. Il faut pouvoir créer une autorité unique de l'eau, ce qui peut aller vers un tarif unique de l'eau. Karine l'a dit, l'eau coûte trop cher ici, et permettre aussi d'avoir un tarif social de l'eau. Parce qu'il y a des gens sur qui on coupe l'eau au quotidien, et l'eau, moi, je considère que c'est vital, et qu'il faut aider, accompagner ces personnes-là qui n'ont pas les moyens de payer cette eau-là. Il y en a d'autres qui ont les moyens de la payer, mais il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens, il faut les aider et les accompagner. Et ça, c'est important. Et parallèlement, il y a un plan qui est mis en place, un plan de plusieurs millions d'euros qui est mis en place là, actuellement pour pouvoir réparer les canalisations. Et ça, c'est important pour lutter, ce qu'on a dit, contre les 40 à 60% de fuites qu'on retrouve sur le réseau. Je ne veux pas être trop long. Parce que oui, bien sûr. Voilà. Bon, Karine, sans être trop long, moi non plus. Je te demande d'être... Oui, très concise. Sans être trop long, moi aussi. Je pense qu'effectivement, il nous faut un seul organisme de l'eau, mais qui soit strictement local, qui ne soit pas dépendant ni de la Lyonnaise des Eaux, ni de Suez, pour éviter de faire du lobbying supplémentaire sur le pouvoir d'achat. Non, mais c'est tout un débat. Absolument. La gestion publique ou la gestion privée de l'eau. Oui, tout à fait. Mais sans en venir à cette histoire de public ou privé, qu'on ait une structure locale qui gère, qui n'a pas besoin de dividendes supplémentaires à disperser un peu partout, que la gestion de l'eau reste martiniquaise, parce que comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, quand on décide sans nous et pour nous, c'est forcément contre nous. Voilà. Ou à notre détriment. Il me semble que M. Chaumet est contre la... Oui, il n'est pas favorable apparemment. Enfin, je l'ai entendu. Le problème principal... À la mise en place d'une autorité unique de l'eau. Ouais. Le problème principal de l'eau Martinique, c'est le problème du financement de la rénovation des canalisations. C'est une question d'argent. Alors récemment, il y a eu une réunion d'organismes ministériels qui a reconnu qu'il fallait financer la rénovation des canalisations dans les pays d'outre-mer. C'est ça le fond du problème. Il faut obtenir les financements qui permettent de moderniser le réseau d'eau. Oui, mais Michel, je suis d'accord avec toi, il faut obtenir les financements, mais pour l'instant, et je suis bien placé pour le savoir, pour l'instant, malheureusement, les EPCI, je dis les EPCI, en tout cas les fermiers, les gens qui en changent, pour l'instant, n'arrivent pas à consommer les fonds qui sont déjà là pour eux, parce que moi je le dis, la collectivité verse des fonds, dont notamment des fonds européens, donc on a des deadlines pour pouvoir les consommer, et malheureusement, là, on a perdu certaines sommes. Parce que certaines sommes avaient été allouées pour la rénovation des canalisations et malheureusement, elles n'ont pas pu être effectuées. Pour différentes raisons. Parce que des fois, il y a des problèmes de foncier, etc. À Moncapo, ils avaient souffert parce qu'il y avait des privés qui ne les laissaient pas passer sur le terrain. Il a fallu revoir le projet, etc. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Ça ressemble à ce qui se passe au Lorrain. Mais non, mais ça c'est différent parce que ça, on a réussi à le régler en 6 mois. C'est une réalité, ça a été réglé en 6 mois. C'est une réalité, ça a été réglé. Mais je vois qu'il y a... D'après ce que j'ai compris, M. Dami Chaumet dit qu'il suffirait de faire 30 forages pour résoudre le problème. Oui, mais ça cause débat, parce que, notamment, je ne suis pas sûr que Karine ne soit pas forcément d'accord avec cette idée, parce que qui dit forage dit puiser dans les nappes phréatiques, donc de puiser dans nos ressources, c'est-à-dire pour l'avenir. Et c'est qui sait qu'il y a beaucoup d'associations qui sont contre les forages, parce qu'ils considèrent que les forages sont nos nappes phréatiques. Donc, ce qui fait que si on puise dans nos nappes phréatiques, après, on n'aura plus d'eau à la surface. Absolument. Et contre la construction de centres commerciaux au-dessus de nos nappes phréatiques. Je dépose ça là. Et je vous donne rendez-vous au convoi Noubon et Pissa. S'il vous plaît. Et je vous donne rendez-vous au convoi Noubon et Pissa ce dimanche 15 à 8h à Carrère. On aura droit à cette publicité à chaque séance. Oui, mais bien sûr, il faut défendre notre territoire et notre eau. Tu as bien raison. Et s'il te plaît, Michel, sur ces bons mots, nous allons terminer. Je vous remercie pour votre participation, bien entendu. Merci à toi, merci à tous. Et j'espère que les téléspectateurs et les téléspectatrices auront apprécié la qualité de nos interventions. Voilà. Merci à vous. Et grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est tant mieux pour cette émission. Merci.
Monsieur Brancy est un perturbateur. Alors, merci à vous et puis à bientôt. En tout cas, la semaine prochaine pour la prochaine édition. En tout cas, merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et nous vous souhaitons un bon week-end. Michel, tu exagères.